Imaginez l'Italie au début du 19e siècle. La péninsule que nous connaissons aujourd'hui comme un pays uni n'existe pas encore. Elle est morcelée, déchirée en une mosaïque de royaumes, de duchés et de territoires dominés par des puissances étrangères. Au nord, la Lombardie et la Vénétie sont sous la main de l'Empire d'Autriche. Au centre, les États pontificaux sont dirigés par le pape. Au sud, le puissant royaume des deux Siciles impose son autorité. Et à l'ouest, le royaume de Piémont-Sardaigne tente de résister et de survivre. Pourtant, derrière cette fragmentation politique, un rêve s'éveille. Un rêve ancien, porté par les poètes, les intellectuels et bientôt par le peuple. Celui d'une Italie libre et unie. Ce rêve prendra un nom, celui de Risorgimento, la résurrection de la nation italienne. Mais l'unité ne naît jamais dans la paix. Elle est le fruit de luttes, de sacrifices, de batailles et d'espoirs brisés. Elle est aussi l'œuvre d'hommes aux visions différentes. L'idéologue Mazzini, le stratège Cavour, le guerrier Garibaldi et le roi Victor Emmanuel II. Chacun à sa manière, ils vont faire de ce rêve une réalité. L'histoire que nous allons raconter est celle d'une nation qui, après des siècles de division, s'est levée pour reprendre son destin en main. C'est l'histoire de la naissance de l'Italie moderne. Au début du 19e siècle, l'Italie n'est qu'une illusion géographique. La péninsule est morcelée en une multitude d'États qui n'ont en commun que leur langue et leur culture, mais pas leur destin politique. Au nord, la Lombardie et la Vénétie vivent sous la domination de l'Empire d'Autriche, qui exerce un contrôle sévère sur ces régions stratégiques. L'Autriche surveille étroitement toute tentative de soulèvement et réprime durement les mouvements nationalistes. Au centre, les États pontificaux sont gouvernés par le pape. Leur influence religieuse est immense, mais leur pouvoir politique agit souvent comme un frein à l'idée d'unité, car le Vatican craint de perdre son autorité temporelle. Au sud, le royaume des deux Siciles, dirigé par la dynastie des Bourbons, est riche mais profondément inégalitaire. Là, la misère paysanne contraste avec la splendeur des élites. Enfin, à l'ouest, le royaume de Piémont-Sardaigne, dirigé par la maison de Savoie, devient progressivement un foyer de résistance, prêt à jouer un rôle central dans le futur de l'Italie. Mais l'Italie n'est pas seulement divisée politiquement, elle l'est aussi dans ses mentalités. Les dialectes varient d'une région à l'autre, les cultures locales s'enracinent profondément, et beaucoup d'Italiens se sentent plus proches de leur ville ou de leur région que d'une nation italienne. Pourtant, une idée commence à germer, celle d'une Italie unifiée. Les écrivains et les poètes romantiques exaltent la grandeur passée de Rome et rêvent d'un avenir commun. Des sociétés secrètes, comme la Carboneria ou la célèbre Jeune Italie fondée par Giuseppe Mazzini, appellent à la révolte contre les souverains étrangers et à la naissance d'une république italienne. Ce mouvement, qu'on appellera plus tard le Risorgimento, ne se résume pas à une simple revendication politique. C'est aussi une véritable renaissance culturelle et spirituelle. Les Italiens commencent à se voir comme un peuple, et non plus comme une somme de provinces éparpillées. L'unité italienne devient un idéal, un horizon, une cause pour laquelle beaucoup sont prêts à se battre, voire à mourir. L'unification italienne n'aurait jamais été possible sans les hommes qui en furent ni que les artisans. Chacun avait sa vision, ses méthodes, parfois même ses contradictions. Mais ensemble, ils donnèrent naissance à l'Italie moderne. Trois figures dominent ce récit: Mazzini, Cavour et Garibaldi, auquel il faut ajouter le roi Victor Emmanuel II. Giuseppe Mazzini d'abord. Il fut l'âme idéologique du Risorgimento. Républicain convaincu, il rêvait d'une Italie unie, libre et démocratique. Fondateur de la société secrète Jeune Italie, il consacra sa vie à inspirer la jeunesse italienne. Pour lui, l'unité n'était pas seulement une question politique, c'était une mission sacrée, un devoir moral et presque spirituel. Son discours enflammé galvanisa des générations, mais son radicalisme et ses soulèvements avortés lui valurent souvent l'exil et la répression. Mazzini ne vit pas son rêve républicain s'accomplir, mais il en fut l'un des grands prophètes. Camillo Benso, comte de Cavour, suivit une voie différente.
Premier ministre du royaume de Piémont-Sardaigne, il n'était pas un révolutionnaire, mais un homme d'État pragmatique et fin diplomate. Pour lui, l'unification ne devait pas se faire par des idéaux romantiques, mais par une stratégie réaliste, l'économie, l'armée et surtout les alliances internationales. Cavour sut attirer le soutien de la France de Napoléon III contre l'Autriche, ouvrant la voie aux premières victoires décisives. Son génie fut d'utiliser la diplomatie et la modernisation du Piémont comme levier pour bâtir une Italie nouvelle, monarchique et constitutionnelle. Giuseppe Garibaldi, lui, représentait le feu, la passion et le courage. Aventurier, marin et soldat, il mena des combats sur plusieurs continents avant de devenir le héros populaire du Risorgimento. Chef charismatique, il s'illustra avec ses célèbres chemises rouges, un corps de volontaires dévoués, prêts à tout pour la liberté. En 1860, son expédition des 1000, commencée avec à peine 1 millier d'hommes, réussit à conquérir la Sicile et le royaume des deux Siciles. Mais ce qui fit de Garibaldi une légende fut son geste d'humilité. Au lieu de garder le pouvoir, il remit ses conquêtes au roi Victor Emmanuel II au nom de l'unité italienne. Enfin, il y eut Victor Emmanuel II, roi de Piémont-Sardaigne et futur premier roi d'Italie. Moins flamboyant que Garibaldi, moins visionnaire que Mazzini, moins rusé que Cavour, il incarna néanmoins l'unité politique. Sa couronne fut le ciment qui permit de rassembler les provinces conquises, et il devint le symbole d'un nouvel État italien reconnu par l'Europe. Ces quatre figures, Mazzini le rêveur, Cavour le stratège, Garibaldi le guerrier et Victor Emmanuel le roi, avaient des visions différentes, parfois même opposées. Mais c'est précisément cette diversité qui permit à l'Italie de renaître. Sans les idéaux de Mazzini, il n'y aurait pas eu de flamme. Sans la diplomatie de Cavour, pas d'alliance. Sans les victoires de Garibaldi, pas de conquête. Et sans Victor Emmanuel, pas d'État stable. Leur héritage est immense. Ensemble, ils forgèrent une nation qui, jusque-là, n'existait que dans les rêves des poètes. L'unité italienne ne fut pas seulement une affaire de discours et d'idéaux. Elle se forgea aussi sur les champs de bataille. Car sans les victoires militaires, le rêve d'une Italie unifiée serait resté une illusion. Tout commença avec le royaume de Piémont-Sardaigne, dirigé par Victor Emmanuel II et son ministre Cavour. Conscient qu'il ne pouvait pas affronter seul l'Autriche, qui dominait la Lombardie et la Vénétie, ils cherchèrent des alliés. Cavour fit preuve d'un génie diplomatique. Il sut convaincre l'empereur français Napoléon III de s'engager aux côtés du Piémont. En 1859, éclata la Seconde Guerre d'indépendance italienne. Les armées franco-piémontaises affrontèrent les troupes autrichiennes dans des batailles sanglantes. À Magenta et à Solferino, les combats furent d'une intensité terrible. Des dizaines de milliers de soldats tombèrent. La bataille de Solferino fut si meurtrière qu'elle inspira plus tard Henri Dunant à créer la Croix-Rouge. Mais militairement, ces victoires changèrent le destin de l'Italie. La Lombardie fut annexée au royaume de Piémont-Sardaigne. Ces succès déclenchèrent un élan irrésistible dans la péninsule. Dans plusieurs duchés du centre, la Toscane, Parme, Modène, les populations se soulevèrent et choisirent quand de rejoindre le Piémont. L'idée d'unité gagnait du terrain. Puis vint un épisode légendaire, l'expédition des 1000, menée par Giuseppe Garibaldi. En 1860, avec à peine 1 millier de volontaires vêtus de chemises rouges, il traversa la mer et débarqua en Sicile. Ce qui semblait une mission désespérée devint une épopée. Soutenu par les paysans et par l'élan populaire, Garibaldi balaya les armées du royaume des deux Siciles. En quelques mois, il conquit la Sicile, puis remonta jusqu'à Naples, au cœur du sud de l'Italie. Mais Garibaldi n'était pas animé par l'ambition personnelle. Arrivé face à Victor Emmanuel II, il remit solennellement ses conquêtes au roi, déclarant « Je salue le premier roi d'Italie ». Ce geste symbolique marqua l'union du Nord et du Sud sous une seule couronne. Cependant, l'unité n'était pas encore complète. En 1866, l'Italie entra dans la Troisième Guerre d'indépendance, cette fois aux côtés de la Prusse contre l'Autriche. La Vénétie rejoignit alors le royaume italien. Enfin, en 1870, profitant de la défaite de la France face à la Prusse,
les troupes italiennes purent entrer à Rome, qui devint la capitale de l'Italie unifiée. Ainsi, entre 1859 et 1870, en l'espace d'une décennie, par la guerre, la diplomatie et le courage des volontaires, l'Italie passa de la division à l'unité. Ce fut un processus brutal, parfois sanglant, mais irréversible. L'Italie moderne venait de naître. L'unité italienne ne fut pas seulement une affaire de discours et d'idéaux. Elle se forgea aussi sur les champs de bataille. Car sans les victoires militaires, le rêve d'une Italie unifiée serait resté une illusion. Tout commença avec le royaume de Piémont-Sardaigne, dirigé par Victor Emmanuel II et son ministre Cavour. Conscient qu'il ne pouvait pas affronter seul l'Autriche, qui dominait la Lombardie et la Vénétie, ils cherchèrent des alliés. Cavour fit preuve d'un génie diplomatique. Il sut convaincre l'empereur français Napoléon III de s'engager aux côtés du Piémont. En 1859, éclata la Seconde Guerre d'indépendance italienne. Les armées franco-piémontaises affrontèrent les troupes autrichiennes dans des batailles sanglantes. À Magenta et à Solferino, les combats furent d'une intensité terrible. Des dizaines de milliers de soldats tombèrent. La bataille de Solferino fut si meurtrière qu'elle inspira plus tard Henri Dunant à créer la Croix-Rouge. Mais militairement, ces victoires changèrent le destin de l'Italie. La Lombardie fut annexée au royaume de Piémont-Sardaigne. Ces succès déclenchèrent un élan irrésistible dans la péninsule. Dans plusieurs duchés du centre, la Toscane, Parme, Modène, les populations se soulevèrent et choisirent quand de rejoindre le Piémont. L'idée d'unité gagnait du terrain. Puis vint un épisode légendaire, l'expédition des Mille, menée par Giuseppe Garibaldi. En 1860, avec à peine un millier de volontaires vêtus de chemises rouges, il traversa la mer et débarqua en Sicile. Ce qui semblait une mission désespérée devint une épopée. Soutenu par les paysans et par l'élan populaire, Garibaldi balaya les armées du royaume des deux Siciles. En quelques mois, il conquit la Sicile, puis remonta jusqu'à Naples, au cœur du sud de l'Italie. Mais Garibaldi n'était pas animé par l'ambition personnelle. Arrivé face à Victor Emmanuel II, il remit solennellement ses conquêtes au roi, déclarant « Je salue le premier roi d'Italie ». Ce geste symbolique marqua l'union du Nord et du Sud sous une seule couronne. Cependant, l'unité n'était pas encore complète. En 1866, l'Italie entra dans la Troisième Guerre d'indépendance, cette fois aux côtés de la Prusse contre l'Autriche. La Vénétie rejoignit alors le royaume italien. Enfin, en 1870, profitant de la défaite de la France face à la Prusse, les troupes italiennes purent entrer à Rome, qui devint la capitale de l'Italie unifiée. Ainsi, entre 1859 et 1870, en l'espace d'une décennie, par la guerre, la diplomatie et le courage des volontaires, l'Italie passa de la division à l'unité. Ce fut un processus brutal, parfois sanglant, mais irréversible. L'Italie moderne venait de naître. L'unification italienne fut l'une des grandes épopées du XIXe siècle. Elle ne se fit ni en un jour, ni sans sacrifice. Elle naquit du rêve des poètes et des révolutionnaires, des calculs froids des diplomates, du courage des soldats et de la foi d'un peuple en son destin. Grâce à Mazzini, l'idéologue, l'idée d'une nation italienne prit racine dans les esprits. Grâce à Cavour, le stratège, les alliances furent forgées et les victoires diplomatiques remportées. Grâce à Garibaldi, le héros populaire, les batailles du Sud ouvrirent la voie à l'unité. Et grâce à Victor Emmanuel II, roi de Piémont-Sardaigne devenu roi d'Italie, la péninsule trouva enfin un souverain pour incarner cette unité. En 1871, avec Rome comme capitale, le rêve du Risorgimento devint réalité. Mais cette unité n'était pas la fin de l'histoire. Elle marquait seulement le commencement d'un long chemin, parfois chaotique, vers la modernité. L'Italie unifiée portait en elle les cicatrices de ses divisions, mais aussi l'espérance d'un peuple qui, après des siècles de fragmentation, avait enfin trouvé sa voie commune. Ainsi s'achevait le XIXe siècle italien, par la renaissance d'une nation que l'on croyait perdue et par la promesse d'un avenir à bâtir ensemble. L'unité italienne n'est pas seulement une page d'histoire,
Elle est un symbole universel, celui de la force des rêves, de la persévérance des peuples et de la certitude que même après des siècles de silence, une nation peut toujours renaître.